Et salut à tous, nous voici réunis pour le dernier podcast avant la draft, évidemment, pas le dernier tout court. La draft, c'est mercredi soir, 18 novembre. On sera en direct à la fois sur Twitch, sur Bein, sur Twitch chez la First Team, évidemment, avec Nico, Manu et Alan en plateau, sur Bein avec Romain en plateau aux côtés de notre ami Rémi Reverchon. Et puis, vous pourrez suivre la draft, et vous devrez suivre la draft, d'ailleurs, c'est une obligation sur le site, puisque Antoine, le créateur du site et celui qui reviendra bientôt, on l'espère pour les podcasts, nous a concocté, comme l'année dernière, un petit live, c'est-à-dire que à chaque choix annoncé par Adam Silver, le site s'actualisera et on passera à l'équipe suivante avec une fiche par équipe, les besoins de la franchise, la masse salariale, les objectifs de l'intersaison et les meilleurs joueurs disponibles encore parmi les candidats de la draft selon nous. Bref, ça va être très bien, ça va être très joli et on a hâte de vivre ça avec vous. En attendant ce soir, donc le dernier podcast avant cette draft, c'est un débat sur nos classements personnels, puisqu'on a classé chacun les candidats à la draft. On a des classements différents. Le consensus, donc notre classement, le classement d'envergure finale, celui que vous pourrez utiliser pour vous moquer dans 2 ou 3 ans, il est sur le site. Et ce soir, on va discuter de nos différences d'opinion sur tel ou tel joueur. Ça va nous permettre également de parler peut-être de joueurs dont vous n'avez pas encore entendu parler, puisque là, on nous rabâche beaucoup les oreilles avec les top 10, top 15. Mais ce soir, on pourra peut-être aller un peu plus loin sur certains joueurs. Pour ce débat, toute l'équipe est là. Toute l'équipe qui a fait son classement. Manu, Nico, Ben, Alan. Salut les gars. Salut Alex. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut l'équipe. C'est l'épisode 41 des podcasts d'envergure saison 3 et c'est parti. Alors, messieurs, je vous ai demandé d'abord, puisque les classements personnels des prospects, ça s'appelle des big boards, et je vous ai demandé d'actualiser vos big boards et de me dire ce que vous aviez changé dernièrement dans votre classement. Et je vais vous demander ce que vous avez changé, je vais évidemment vous demander pourquoi. Alors je vais commencer par Manu. Manu, quel est ton plus gros changement sur la dernière actualisation de ce board, de ce classement personnel des meilleurs prospects 2020? C'est mon plus gros changement, c'est Yam Madar, que j'avais entre 30 et 40 de mémoire, et que j'ai monté 22. Donc voilà, c'est parce que j'ai toujours aimé le joueur, et je l'aime de plus en plus. En fait, je suis de plus en plus persuadé que sa rage défensive va l'aider à avoir de plus en plus de minutes dans sa carrière NBA. Donc c'est plus ou moins grâce à ça ou à cause de ça que je le monte. Pour toi, un peu comme la théorie de Ben avec Okoro, la défense va lui permettre d'avoir du temps de jeu, va lui permettre donc de progresser et d'atteindre son potentiel. Ouais. Et en plus, offensivement, il est quand même un peu plus développé qu'Okoro. Donc ça, il a un peu plus de shoot, notamment qu'Okoro, mais au général, il a une super attitude et une super mentalité, et un petit background en Coupe d'Europe l'année dernière qui va l'aider encore un peu plus à s'intégrer et à tout de suite être apte à avoir un petit rôle dans l'équipe qui va le choisir. Ok. Nico, toi qui nous avais présenté Yamadar il y a quelques épisodes de cela, j'imagine que, Yes. que tu valides, mais c'est peut-être pas ça, toi, ton dernier changement le plus important? Moi j'ai 3 joueurs que j'ai remontés quasiment d'une dizaine de places. C'est Patrick Williams, Devin Vassell. Pour être concis, les deux, en fait, pour des raisons inconnues, j'ai un peu boudé Florida State. Donc du coup, j'ai mis très longtemps avant de me mettre à les regarder comme il fallait. Et le troisième, c'est Killian Hayes, que je protégeais un peu de manière paternelle en me disant non, il y a trop de hype, il faut le laisser tranquille. Et puis bon, j'ai enfin accepté de le voir à sa réelle place, donc je l'ai mis dans le top 10.
Et dans le bas, c'est Nicolas Magnon. C'est sûrement dû à son soutien pour Donald Trump, ou alors parce qu'il a été nul aux interviews. C'est ça. Apparemment, l'Italien qui a pas réussi ses interviews, on en parlait dans le dernier podcast. On vous renvoie vers le numéro 40 pour les dernières rumeurs sur la draft. On reparlera. Hein. Patrick Williams, Devin Vassell, c'est très intéressant. Killian Hayes, évidemment. Ben, ton changement, ton dernier changement le plus marquant dans ton board. Mon plus gros changement, le changement le plus significatif, c'est que j'ai ramené Kyra Lewis Jr. dans mon top 10. Il est passé du 15 au 8. C'est-à-dire que j'ai été très impressionné de l'entendre parler de son jeu, de l'entendre analyser son jeu avec les médias. Je trouve que c'est un jeune joueur qui sait exactement qu'est-ce qu'il apporte, qui a une identité sur le jeu et la transition va être beaucoup plus facile en NBA si les attentes sont les mêmes des deux côtés. Puis, je crois beaucoup en Kyra Lewis parce que c'est un bon shooter. Puis, c'est un joueur vraiment très, très rapide. Je crois qu'il va pouvoir s'insérer dans à peu près n'importe quelle équipe pour avoir du succès comme meneur. Sinon, les autres trucs que j'ai fait, c'est beaucoup plus loin. J'ai ramené Bob Woodard en première ronde parce qu'il a des mensurations absolument incroyables. Son profil physique devrait charmer à peu près tout le monde. Puis j'ai monté Sam Merrill. Ils se sont tous pris un bump d'à peu près 10 places vers le haut. Ok, ça a coupé vers la fin. À part Sam Merrill, tu me disais qui d'autre? Emmanuel Quickley et Tyshon Alexander. Ok. Alan, j'imagine que le classement de Kyra Lewis te fait plaisir, toi qui l'as 5e sur ton big board final. Qui tu as changé, toi? Il y a 3 joueurs. J'ai remonté Théo Malédon, Isaiah Joe et pour être honnête, j'avais vu aucun match entier de Jay Squab avant jeudi soir au moment où on enregistre là. J'étais honnête, j'avais pas regardé, je m'en suis fait 3 et du coup je l'ai remonté en tout début de deuxième tour, mais en fait il est dans mon troisième tiers qui s'étend donc du milieu du premier tour à la place 33. Donc je pense que c'est un joueur qui peut se faire drafter au premier tour. Oui, je vous avais dit qu'il était bien. Ouais, complètement. Et en fait, donc Malédon et Isaiah Joe, j'ai re-regardé un peu et je me trouvais trop dur avec eux, donc je les ai un petit peu remontés. J'ai baissé plus, j'ai baissé Nicolas Magnon comme Nico. J'ai fait le tout petit dernier changement, c'est que j'ai alterné Kyra Lewis et Cole Anthony. J'étais le dernier peut-être dans le vaisseau Cole Anthony. Je l'ai toujours dans mon top 10, mais je l'ai plus 5-6, je l'ai à la 9e place. Il a craqué sous la pression populaire. Ouais. Très bien. Je vous ai demandé de préparer des questions. Donc là, on peut peut-être rallumer les micros, se poser des questions les uns aux autres. Je vais commencer avec une question en haut pour donner le ton à mon ami Benoît, qui a Anthony Edwards en choix numéro 3. Comment est-ce possible ? Je te pose la question très honnêtement et sincèrement, puisque pour moi, Anthony Edwards est une classe au-dessus de tout le monde dans cette draft, y compris la Melo Ball, sur le potentiel offensif et même défensif, enfin le potentiel athlétique et même au niveau du skill set. Absolument, il est une classe au-dessus de tout le monde niveau potentiel, à part peut-être la Melo Ball. Ils sont tous les deux dans le même tiers, mais quelque chose qui m'a beaucoup alarmé lorsque j'ai entendu parler de son Pro Day, c'est qu'il était hors forme, Anthony Edwards. Son conditioning était vraiment mauvais. Et ça, côté vivre à la hauteur de son potentiel, ça m'inquiète beaucoup. Donc, je suis allé un peu, j'ai mis Isaac Okoro en avant de lui et je suis allé un peu avec l'idée à la Marcus Smart. J'aime mieux avoir ce que je connais déjà avec Isaac Okoro que ce que j'aurais peut-être pas avec Anthony Edwards. Je veux pas me faire briser le cœur, disons. Et Anthony Edwards, il va probablement avoir une très belle carrière NBA. Est-ce qu'il va avoir une carrière NBA à la hauteur de son potentiel? Je sais pas, je pense qu'il va arriver à quelque part entre les deux, puis qu'il va être une déception à différents niveaux pour différentes personnes. Je crois au meilleur scénario, plus ou moins.
Ouais, mais donc comment tu fais ton classement? Puisque là, Anthony, parce que nous, enfin, moi, je sais que je fais des tiers, enfin des paniers de joueurs, des groupes de joueurs. Mhm. Et donc, dans mon premier Mhm. groupe de joueurs, il y a Anthony Edwards et Lamelo Ball. Voilà, je considère que c'est les deux seuls qui seront capables d'initier, enfin d'être soit option numéro 1, soit option numéro 2 d'une équipe sérieuse dans cette draft. Toi, ça veut dire que tu mets Isaac Okoro dans ce panier-là aussi? Ou tu Oui. procèdes pas du tout comme ça? Si. Ben oui, oui et non. Je te dirais que je le mettrais quand même dans ce panier-là, juste parce que c'est le joueur avec lequel j'ai le plus de certitude. C'est-à-dire que la transition va bien se passer et ça ne peut qu'aller vers le haut. Je ne vois pas dans quelle équipe Isaac Okoro va tomber et va trender vers le bas. Et tandis qu'Anthony Edwards, je veux dire, à Charlotte, on s'entend que ça va être un freak show absolument absolu. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir se montrer certains soirs, il va pouvoir s'effacer certains soirs. Et ça va être vraiment très difficile de garder une constance, de garder un chapeau sur lui. Mais tandis qu'un joueur comme Isaac Okoro, je le mets dans n'importe quelle situation, il va bien fonctionner. C'est pas une question, je te dirais, de qui j'aime le moins. C'est une question de qui a le plus gros potentiel de fonctionner uniformément. Puis je crois que ces trois joueurs-là sont en haut. Mais je persiste et je signe avec mon sang. Isaac Okoro va avoir une meilleure carrière NBA que ce qu'on s'attend de lui. Moi, je l'ai troisième, donc je serais bien Mm-hmm. malaisé de te contredire. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Ben ou sur le haut du classement en général pour d'autres big boards? Je vous rappelle que si vous voulez suivre en même temps et avoir sous les yeux nos big boards, ils sont sur le site envergure.co. Vous allez dans Draft 2020, vous cliquez sur Big Board et là, vous avez tous nos classements. J'ai une question pour Dark Vador, c'est-à-dire Ben. C'est pas moi, Dark Vador. C'est pas toi, Dark Vador. Ok. Non, je me demandais c'était qui. Je pensais que c'était Alex. Par rapport à son haut de classement, justement, je voudrais savoir qu'est-ce qui l'a fait mettre Wiseman le faire descendre en 10. Est-ce que c'est le manque de visibilité ou est-ce que ce sont les retours qu'on a pu avoir sur lui? Ben, c'est un petit peu de A, un petit peu de B, mais tu sais, ça me permet de parler de quelque chose que je voulais parler plus tard dans le podcast. Des joueurs comme Wiseman, des joueurs comme, attends un peu, R.J. Hampton ou Precious Achiuwa, c'est des joueurs qui n'ont pas vraiment d'identité encore. C'est-à-dire qu'on sait, c'est des athlètes incroyables, ils ont une projection absolument incroyable si tout se passe bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils savent faire de bien encore. James Wiseman, pour moi, c'est vraiment le top de ça. C'est pas un joueur incroyable défensivement encore. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre. Offensivement parlant, il est quand même limité. C'est juste un potentiel. Je veux dire, un joueur comme James Wiseman, tu dois le drafter et tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire avec. Puis, c'est pour ça que je l'ai descendu aussi bas que ça. Mais je ne suis pas la personne qui l'a le plus bas. Je crois qu'Alan l'a 13e. Absolument. C'est Alan qui a le James Wiseman 13e, effectivement, le plus bas d'entre nous. On connaît son fameux racisme anti-pivot. Anti-pivot non générationnel. Anti-pivot non générationnel, c'est pas un changement de dernière minute en plus pour moi, Wiseman en 13. Hein. Non, bien sûr, bien Mais- sûr. Alors, une question, pourquoi ça vaut pour toi et pour les autres? En fait, je me suis rendu compte de ça en tapant le consensus pour le site qui est paru donc ce soir, là où on enregistre. Okongwu, on l'a tous dans le top 10, hein, moi compris. Pour l'instant, il sait faire quoi, Okongwu? Il sait défendre sur plein de positions, être très bon au rebond et finir de près. Mettre ses lancers En gros, ouais, mettre ses lancers francs, il a quoi? 72 pour un intérieur. Ouais. 72%, c'est correct, mais c'est pas non plus. C'est pas. C'est pas Joel J'ai pas Embiid. en tête. Ouais, voilà. Precious Achiuwa, pour moi, fait les mêmes choses, mais est 20 places en dessous. Ouais. Quoi.
Et chez toi comme chez tout le monde. Hein. Je Ouais. suis pas forcément Bah, d'accord sur ils font la même chose, quoi. Je trouve que Bah, et qu'est-ce qu'il fait en Precious théorie, Achiuwa? J'ai ils font la même alors chose. ouais, voilà, si tu veux faire un tableau, un truc très binaire, peut-être, mais dans la réalité, dans le toucher, dans les déplacements, dans l'intelligence, La je trouve qu'il compréhension y a. collective. Pardon? La compréhension collective, moi, je Ouais. trouve, sur demi-terrain surtout. Ouais. Genre, c'est ce que j'ai dit, sans te couper, c'est ce que j'ai dit cet après-midi. C'est pour moi, Precious Achiuwa, c'est un athlète qui joue au basket. Au Congo, c'est un basketteur athlétique. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'Achiuwa est plus athlétique qu'au Congo en plus. Mais je pense juste que, en fait, dans l'appréhension défensive, au Congo, c'est le meilleur intérieur de cette draft. Peut-être dans le premier tour, hein, des gens vont dire Xavier Tillman ou d'autres joueurs, hein, mais je parle des joueurs qui vont être dans le top 20. Euh, Là où Precious Achiuwa, bah déjà il a 2 ans de plus que Onyeka Okongwu. C'est un Déjà, freshman mais qui est né en déjà 99 juste de ça, mémoire. que 2 ans de plus, s'ils sont au même niveau, t'imagines. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus Il y a de un joueur qui potentiel d'un shoot à côté que de l'autre. 59 moins de 60% à lancer franc, je crois de mémoire, qui prend pas mal de tirs et surtout qui, selon moi, comme d'autres joueurs de cette draft, se prend encore pour ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne peut pas être au plus haut niveau. Un joueur qui a dominé, je pense, ultra dominé physiquement tout ce qui est lycée et EU, qui pouvait en fait, je pense, se prendre pour Giannis face à des lycéens. Mais en fait, quand on arrive à un niveau supérieur, on peut pas. Je pense qu'il faut le spécialiser, le modéliser dans un rôle très précis. Euh, Là où on est au Congo, pour moi, c'est l'intérieur le plus complet et versatile de ce premier tour, je pense. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu devant. Nico, tu voulais terminer ton Ah non, argumentation peut-être. Alan a tout dit. Moi, j'avais mis mute et je disais Amen, prêche mon frère. Mais Toi, j'étais derrière. il y a toujours un ou deux de ces je valide. joueurs-là à chaque draft qui montent dans les mocks et qui vient être drafté beaucoup trop haut sans raison particulière. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien performé nécessairement au workout, il n'a pas nécessairement fait de bonnes entrevues, mais tout le monde se met, lorsqu'il regarde de plus près, se met à voir un potentiel là-bas. C'est le cas de Precious Achiuwa et c'est le cas de Patrick Williams aussi qui se voit catapulté dans le top 10 sans vraiment avoir rien fait. C'est juste qu'il y a, c'est juste qu'il y a une place pour l'amélioration qui est beaucoup plus grande chez un Patrick Williams que chez quelqu'un Alors, d'autre. je vais dire oui, mais ça arrive aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que sous prétexte qu'un joueur ne comprend pas le jeu, alors que les types ont 19 ans, donc ils ont le temps d'apprendre, parfois il y a des joueurs qui glissent. Je te donne 2 exemples qui vont être chers, Ben, mais Alonzo Trier, Mitchell Robinson. Vraiment, Mitchell Robinson ne doit jamais se faire drafter à l'endroit où il est drafté. Ne serait-ce que pour ses capacités physiques. Mais c'est ça l'histoire. Mitchell Robinson, on pensait qu'il ne connaissait pas le jeu. Il connaissait très bien le jeu. C'est ça l'histoire, on ne le connaissait pas. Mais du coup, est-ce que Precious Achiuwa n'a pas la place de grandir? En tout cas, est-ce que le plus important, c'est pas les outils quand même, Nico? Parce que c'est là où je voulais en venir. Il a les outils et pour le moment, effectivement, il peut défendre sur 1 à 4 en NBA, il n'y a pas de problème. Il peut switcher partout. Mais par rapport à ces fameuses tendances là de fin de période pré-draft, est-ce que tu peux me permettre une image un peu douteuse que tu pourras effacer si tu la trouves limite? Mais tu vois, je trouve que nous, petits experts qui cherchons à faire nos classements, en fait, on est un peu comme dans le même état que des femmes qui habitent ensemble et qui finissent par avoir leurs règles en même temps. C'est-à-dire on se nourrit tous des mêmes infos, on s'écoute les uns les autres et au final, on finit un petit peu par même si on a tous nos avis et on a tous nos coups de cœur, les joueurs qu'on n'aime pas, mais il y a quand même une certaine régularité dans Alan a raison, Ben a raison, Manu a raison, Alex a raison, et du coup on se met à augmenter un petit. En tout cas, moi j'avoue honteusement, c'est la première année que je joue le jeu avec vous sur les classements et je trouve que ça a beaucoup d'impact. Il y a Ben qui parlait il parlait de Kira Lewis et il a raison. Moi j'ai regardé la vidéo de Mike Schmidt, c'est Kira Lewis, il est monté dans mes mocks. Donc du coup tu vois on se nourrit un peu tous des mêmes choses et au final
je te rejoins. Je suis pas d'accord sur le fait que pour moi ils ont pas le même skill set, Okongwu et Precious, mais je te rejoins dans le sens où on fait peut-être une connerie en mettant Precious aussi loin Je vous dis ça d'Okongwu. puisque moi, personnellement, j'ai beaucoup remonté des gens que j'avais descendus par supposé manque de compréhension ou par manque de telle ou telle capacité. C'est vrai que t'aimais pas Precious à Non, l'ancienne. mais d'ailleurs, il est toujours assez bas. Mais de manque de telle ou telle capacité technique, je considère que ce sont des choses qui peuvent s'apprendre. Je prends exemple, par exemple, j'ai pas mal remonté Robert Woodard pour les mêmes raisons que Ben, Jamius Ramsey, euh, Mm. de ce genre de joueurs très physiques qui sont taillés, R.J. Hampton, qui sont taillés pour la NBA, qui sont taillés pour avoir un rôle. En fait, le potentiel est haut, mais c'est juste qu'ils sont derniers de leur tiers. Je parlais tout à l'heure d'effectuer des paniers de joueurs. Pour moi, ils sont derniers de leur tiers, mais ils sont quand même au-dessus du tiers inférieur. Ils ont un potentiel supérieur. Par exemple, je regarde R.J. Hampton. Aujourd'hui, il est juste devant Desmond Bane dans mon classement. R.J. Hampton, je considère qu'il a peut-être que 20% de chance d'être un meilleur joueur au final que Desmond Bane. Mais en revanche, s'il l'est, Mm. eh bien, il sera Sera bien bien meilleur meilleur. que ce que Desmond Bane pourra jamais être. Donc, il est au-dessus. Mais ça sera sans doute une erreur. Alors, comment pondérer le risque à l'erreur? C'est ça la question. Ceci dit, tu parlais de l'effet copiage, Nico. La synchronicité. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un nom, mais Il y en a un qui échappe à ça pour le haut de sa draft, c'est Manu, qui a Jaden McDaniels fièrement posté en tant que numéro 2. Et oui, Manu, est-ce que tu peux expliquer ce choix qui pourra sans doute interloquer nombre d'auditeurs? Nous, on te connaît, mais eux, non. parce que pour moi, et je n'ai pas changé d'avis depuis que j'ai regardé ses premiers matchs, c'est le joueur ou l'un des deux avec Edwards à avoir le plus grand potentiel de cette QV. En fait, il y a tellement de choses qui sait bien faire ou à peu près bien faire qui sont top au niveau supérieur, alliés à un physique où maintenant toutes les équipes recherchent ce genre de choses. C'est un poste 3-4 avec d'immenses bras, mais qui est aussi très très grand. J'ai plus sa taille exacte en tête. Mais c'est un. Il a 6'10", donc 2,08, quelque chose comme Ouais, ça, 2,08. physiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur comme Jonathan Isaac ou Brandon Ingram. Donc très grand et très fin. Je ne vais pas parler du joueur des Nets parce que ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on lui. C'est lui faire Oui. du mal de le comparer à lui. Et en fait, il y a tellement de choses d'un mec comme ça, 6-10, capable de dribbler ou d'avoir un handle qui est pas loin d'être top pour un mec comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Et il fait pas les choses pour le fun et pour la highlight. En fait, tout ce qu'il fait, pour moi, il y a une raison. Et à côté de ça, il est aussi très intéressant en défense, même s'il a les hanches hautes, où ça nous tient à cœur. Même ça, c'est pas forcément un gros point négatif parce qu'il arrive même sur des courts passages, gêner un meneur, gêner des arrières. Il l'a fait notamment quand il était au McDonald's All-American, sur vraiment des toutes petites périodes ou même sur la saison avec Washington, il a réussi à faire déjouer des joueurs beaucoup plus petits que lui, beaucoup plus rapides que lui. Et ça, franchement, c'est pas. C'est quand même un gros point positif de se dire, ok, même s'il a les défauts qui pourraient être rédhibitoires pour certains joueurs, lui, il arrive à surmonter ça et à en faire plus ou moins une force. Et même le plus gênant, au final, avec lui sur la défense, c'est qu'il a beaucoup défendu en zone parce que le coach de Washington joue comme ça. C'est un disciple de Joe. Ouais, c'est Washington, on a l'habitude. L'année dernière, Matisse Thybulle était sans doute
défavorisé dans sa position de draft Oui. par le fait qu'il est défendu en zone toute l'année. Oui, parce que l'actuel coach de Washington est un ancien disciple du coach de Syracuse, donc voilà. Ça part de là, mais voilà, pour moi, là, il a tout pour que dans 2 ans, 3 ans, ce soit à terme, les 3 meilleurs joueurs de cette draft. Intéressant, et il y a certaines équipes dans la loterie, c'est les rumeurs que j'ai lues aujourd'hui, qui commencent à se poser la même question. Alors pas dans le top 5-6, mais plutôt entre 10 et 15, il pourrait partir à ce moment-là, l'ami McDaniels, pour le côté, aujourd'hui déjà, il est grand et il shoot, donc c'est pas si mal. La longueur compense le manque de mobilité, souvent, un peu. Et potentiellement, peut-être qu'il sera plus. Manu, est-ce que tu as une question sur l'un des classements de tes camarades? Il voulait se faire attaquer, donc je vais parler à Alan. Et il en parlait du joueur sur Cole Anthony que tu as en 9. Qu'est-ce qui te fait mettre ce type de joueur-là qu'on a quand même vu, que ce soit avec Team USA et cette année avec UNC? Qu'est-ce qui te fait croire en lui, et notamment pourquoi tu le mets devant Tyrell Terry que tu adores? Il est fort. Il sait me piéger en me prenant par les sentiments. Il est très très bon. Ouais. Et franchement, Alan, juste avant que tu répondes, sache que c'est une question collective parce que j'ai mot pour mot la même question posée sur mon cahier. Moi aussi. En gros, je pense que Cole Anthony a pâti vraiment de l'équipe collective de UNC, qui était une équipe qui prenait pas de tir à 3 points. Je parle pas non que de la réussite à 3 points. Il n'y avait pas de bons shooters, mais le volume aussi faisait que le terrain était jamais écarté. Il n'y avait pas de bons shooters. Ils avaient perdu Nasir Little, Kobe White, Cam Johnson, Luke May. Le recrutement n'avait pas été très bon. Et puis, j'ai trouvé que les schémas contrairement à Kira Lewis et Tyrell Terry dont tu parlais, Manu, qui étaient dans des environnements super bien pour eux et dans leur qualité, je trouvais surtout Lewis à Alabama avec Nate Oates et Tyrell Terry dans une équipe à Stanford où j'aime beaucoup comment ça joue. Je trouve qu'en fait, Cole Anthony n'a pas du tout été mis en valeur et utilisé. Et c'était pareil un peu pour Kobe White. Pareil ça fait plusieurs années, je trouve, qu'à UNC, les joueurs ne progressent pas, les gros freshmen notamment. Et donc, je me dis qu'on n'a pas vu Cole Anthony dans la meilleure situation possible. On l'a vu quand il pénétrait, il y avait une forêt d'arbres parce que ça s'entêtait à jouer avec 2 intérieurs, dont 2 qui ne pouvaient pas tirer. Il y avait parfois 3 joueurs qui n'étaient pas une menace à 3 points. Donc, en termes de spacing, je l'excuse pour ça. Et je trouve que dans ce marasme collectif, il a été plus qu'honorable. Alors, c'est parce que les gens étaient très déçus. On l'attendait dans le top 3. On disait, tu l'avais dit, Alex, dans un des articles que je relisais dernièrement, c'était le 1A, 1B avec Wiseman de la classe. Ça devait être ces 2 meilleurs joueurs-là. Et en fait, je trouve qu'il a pâti du contexte. Là où Tyrell Terry, même si je suis très haut sur lui, j'ai des petites limitations physiques où je me dis, il faudra vraiment que ça soit un élite shooter pour que ça marche. Là où Cole Anthony, je trouve, les flashs en sortie de dribble, les flashs de vision du jeu, ils sont quand même là. C'est plus décevant que ce qu'on attendait. Ça sera pas le meilleur joueur de cette draft, comme certains le disaient. Mais je pense que ça peut être toujours un bon attaquant et un mec qui peut être titulaire en NBA. Donc je me dis, juste un petit peu pour ces limitations physiques de Terry et pour le contexte qui a pour moi vraiment pas aidé Cole Anthony, je mets Cole Anthony devant, même s'ils sont très proches. Ils sont dans le même panier ou complètement, pas? Complètement. Ils sont dans le même tiers? Ouais, complètement. C'est un tiers. C'est mon tiers 2 qui va de Tyrese Maxey en 4 à Alexei Pokusevski en 15. Starter plus, Okay. Ce que j'ai nommé Starter plus. Très bien. C'est le nom d'un pack SFR aussi. Starter plus. Ben, est-ce que tu as une question pour quelqu'un? Ou sinon, oui, j'ai une question pour Nico. Quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ton burn, Nico, et j'ai vraiment rien contre l'idée en principe, c'est juste que je ne comprends pas exactement comment ni pourquoi. Tu as Isaiah Stewart, le pivot de Washington, en 16. J'aime l'idée, je trouve qu'il est très talentueux, mais je n'ai aucune idée comment le jouer dans une attaque NBA. Il est très, très intriguant pour moi, mais si je suis une équipe NBA, j'ai très, très peur de le drafter si haut parce que je ne sais pas exactement comment est-ce que je peux l'intégrer à mon effectif. Qu'est-ce qui était ton raisonnement pour le placer aussi haut?
Alors, du coup, ça nous permet de remettre, mon profil sur la table. Je suis souvent en bagarre à main nue avec Alan parce que moi, je suis un vieux et en fait, je kiffe les 5 à l'ancienne. Alors, bien évidemment, ça doit pas jouer, dans ma discussion et dans le classement. Mais disons que dans les gros babards, c'est mon préféré. Alors, c'est un mec de 2,6 m qui a pas de tir, qui est pas un passeur. Donc, effectivement, il a peut-être rien à faire en 16, euh, mais de par son corps, le mettre avec 4 shooters, 3 shooters et demi, profiter de la baraque à frites qui peut être. Euh, Défensivement, je pense qu'il va pouvoir apporter. Il va pouvoir. Je vais peut-être un peu loin, mais moi, je le vois être capable de défendre sur plusieurs positions de switch après pick. Et en fait, là-dessus, j'avoue que j'ai été totalement bluffé par les intels, par les retours, sur le fait que c'est un super gamin qui joue avec toi ce petit truc en plus, un peu comme Yam Madar. Et je suis super sensible à ça. C'est un warrior, quoi. Donc c'est un warrior, c'est un bosseur, et je me dis que il va peut-être pouvoir ajouter quelques cordes dans les années à venir qui vont faire que ça sera pas seulement un gros babard, ça va être un type qui va pouvoir euh, s'épanouir en attaque. Donc c'est un pari osé, je te l'accorde, mais je suis totalement amoureux des baraques à frites. Mmh. Et c'est intéressant parce que il me semble que c'est Sam Veceni, The Athletic, qui l'adore. mois d'août ou juillet, il l'adore, mais il disait déjà que à l'entraînement, ça shootait à 7-8 mètres sans problème. Il parlait de Stewart Ouais. et de Nagy, il me semble, à l'époque. Mm. Ouais, je me rappelle de vous avoir donné quand j'avais bossé sur lui en début d'année sur un pod, c'est le retour que j'avais eu aussi. C'est qu'à l'entraînement, il était capable de mettre des tirs à 3 points, de faire des séries, et que il n'avait pas encore forcément la confiance ou le green light du staff pour que ça se retranscrive en match. Mmh. Donc c'est aussi pour ça, parce que il est évident que même si j'aime le basket old school, je suis pas aveugle non plus. Un type qui ne peut pas être une menace extérieure, ça reste handicapant et il faut bricoler autour Mmh. pour avoir de la menace. Et si lui peut l'amener avec le corps qu'il a, j'achète son Et en maillot. tout cas, le work ethic, le côté good guy, je pense qu'il a pu gagner des points lors des mesures au combine. Parmi les grands, c'est lui qui avait le moins de taux de masse graisseuse, à 7,5, et il a la deuxième envergure de la QV en termes, enfin pour ceux qui sont allés au combine, mais il me semble pas qu'il y en ait de plus haut que Udoka Azubuike, qui a évidemment des bras immenses. Alors il y a Nagy qui avait moins de taux de graisse que lui, pardon, mais lui arrivait deuxième, quoi, devant des types qu'on pensait peut-être plus affûtés, Nick Richards, Reggie Perry et tutti quanti. Ce qui m'amène à une question, c'est très bien qu'on ait abordé ce Isaiah Stewart, il y a énormément de pivots qui sont prévus entre 16 par Nico, admettons, et 60, quoi. Donc Isaiah Stewart, Zeke Nagy d'Arizona, Xavier Tillman de Michigan State, Jalen Smith de Maryland, Daniel Oturu de Minnesota, Vernon Carey de Duke, Reggie Perry de Mississippi State, Paul Reed, je suis en train de perdre son équipe, de Paul. Paul Reed de Paul, évidemment. Et j'en oublie sans doute, et j'oublie certains pivots qui sont un peu sous-dimensionnés, mais Azubuike, Azubuike, pardon, merci. Omer Yurtseven. Omer Yurtseven, Caleb Wesson de Ohio State. Bref, il y en a plein. Comment vous avez fait pour les départager alors que ils semblent à peu près tous dans un globi-boulga, c'est-à-dire je sais faire des choses qui à peu près ressemblent à des choses NBA, mais j'ai des gros défauts qui, pour la plupart des gens, seront préjudiciables à mon temps de jeu en NBA.
Comment vous avez fait pour les classer? Est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot? Je commence par toi, Ben. Ça a été vraiment très difficile à les classer. Puis je te dirais que plus je savais un peu quel genre de joueur il était, plus loin je classais. Le potentiel physique et le potentiel d'adaptation à la NBA a fait en sorte que je classais de plus en plus haut. Donc, au deuxième tour, un de mes pivots qui est classé le plus haut, c'est Zeke Nnaji de Arizona parce que on ne sait pas avec lui. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui il peut être. C'est juste beaucoup de longueur, beaucoup de potentiel physique. Supposément qu'il est en train de développer un shoot à 3 points, ce qui serait vraiment très intéressant. Il n'a pas encore d'identité en tant que joueur, ce qui me ferait penser qu'il pourrait sortir à n'importe où entre 20 et 40. Donc plus le joueur a une identité pour moi qui est gelée, puis surtout gelée dans un basket plus traditionnel à la Daniel Oturu, par exemple, ou à la Vernon Carey, plus loin j'ai classé. Là. J'ai mis Nick Richards aussi de Kentucky un peu plus loin, même si son jeu est beaucoup plus adapté à la NBA moderne. Je veux dire, il sait faire beaucoup plus de choses qu'un Vernon Carey ou un Daniel Oturu, mais il est plus vieux aussi. Je te signale que c'est Stewart, le premier de la liste chez toi. Tu l'as 37e et Nnaji est 43e. Donc pour toi, le critère numéro 1, c'est est-ce qu'il va pouvoir shooter en NBA, en gros. Est-ce qu'il va pouvoir survivre dans une attaque NBA, c'est ça? Pour classer ses joueurs. S'il va pouvoir shooter, s'il va pouvoir défendre sur plusieurs joueurs, est-ce qu'on va pouvoir le modeler à la NBA moderne? C'était ça mon critère. Alan, toi, le plus haut, ça a l'air d'être Vernon Carey. Ah non, Jalen Smith. Jalen Smith. Attends, t'as Oturu, non? Ah non, ça c'est le bordel. Oturu, je le drafte pas. Oui, j'ai Jalen Smith dans 21. mon troisième tiers, 21. Est-ce que Pokusevski compte dans ça pour vous? Non, pour moi c'est un ailier. D'ailleurs, on va essayer de changer ça. Non. Pour moi c'est un intérieur, mais bon, c'est pas grave, c'est un avis. Jalen Smith parce que déjà je drafte pas les pivots que je pense qu'ils pourraient être des bons backups. Je préfère les payer en dessous de la mid-level exception parce que déjà je drafte pas au premier tour parce que c'est des contrats garantis qui coûtent de l'argent et je pense que c'est pas utile. Je pense qu'on peut trouver, c'est le poste le plus remplaçable en NBA. Je pense qu'on peut trouver moins cher et meilleur tout de suite. Donc c'est juste pour ça que voilà, les gens disent ouais t'es fou, t'as Vernon Carey et Isaiah Stewart dans les 50, tu draftes pas autour. Ouais, c'est juste de la philosophie. Je comprends qu'on les draft et je pense que ça peut marcher. Juste c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc moi je prends des joueurs qui font deux choses, protègent le cercle potentiellement protègent le cercle et tirent en pick and pop à 3 points. C'est pour ça que j'ai Jalen Smith à cette place et c'est pour ça qu'après dans les 30 et début 40 j'ai Killian Tilly, je pense que ça sera un poste 5 en NBA, j'ai Marko Simonovic, Zeke Nnaji, Paul Reed parce que je pense que physiquement ça peut être un des défenseurs les plus intéressants avec son profil, sa mécanique de tir c'est autre chose. Mais en fait voilà les pivots qui peuvent pas que j'ai vu en difficulté dans l'espace comme Vernon Carey. Isaiah Stewart, on n'a pas vraiment vu parce que c'était de la zone. Mais comme Oturu, Carey, je touche pas. Je drafte pas. Voilà, c'est mon avis. Manu, toi, il me semble que t'en as un assez haut. Peut-être que je dis des conneries. Je regarde ta mock. Ah non, pas du tout. Toi aussi, tu as relégué les pivots très loin. Ouais, tu les as tous mis. Ils sortent pas t'arrives pas à dire 30, qui de l'un ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Ça commence à 37, 36. Ouais. Après, moi, je le cache pas, à partir de 31 à 60, je considère que c'est très difficile de classer un joueur. Donc j'ai mis les noms qui me paraissent intéressants. Mais au final, je suis plus allé à l'affectif qu'autre chose, en fait. Vernon Carey, je l'ai toujours dit que c'est un des pivots que j'aime le plus, peut-être parce que je l'ai vu très très tôt avec Team USA et j'ai vu une progression. Ouais. Mais autrement, je suis un peu comme Alan. Moi, les Oturu, Nnaji, Smith, je touche pas. Pour moi, c'est pas
c'est pas des joueurs qui vont apporter quelque chose, même face à des bancs NBA. Donc peut-être que je me trompe complètement ou peut-être pas. On verra, l'avenir nous le dira, comme pour Hachimura, mais pour moi, c'est pas des. Voilà, Stewart, je lui laisse sa chance parce que on a vu des choses et on a lu des choses sur lui qui laissent penser qu'il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Vernon Carey, j'aurai toujours un œil sur lui comme Azubuike. Je saurais pas dire pourquoi, c'est de l'affectif. Mais autrement, les autres que j'ai pu voir, c'est pas des joueurs qui m'ont fait faire waouh. Ok, lui peut être utile, que ce soit dans tel rôle, dans telle équipe, dans telle situation. Voilà, il n'y a pas forcément l'avenir nous dira si j'avais tort ou pas. Nico, as-tu une question sur le board d'un de tes camarades? Mais oui, bien sûr. Alors, je retrouve, tu connais mes fameuses notes. Ah, Faut juste que je retrouve la bonne page. Bien sûr. Sorry. J'étais parti sur mon board pour voir où j'avais mis les gros, c'est pour ça. Oui, Alex, j'ai une question Oui. pour toi. Ah, c'est une question pour moi. Je suis flatté. Nicolo Magnon, 2 rangs avant Oh. Dodson. Qu'est pas ça? Pourquoi? Pourquoi tu voulais le mettre derrière? Non, je suis un membre, comment dire, très actif des anti-Dodson. Mais du coup, moi, quand je vois les joueurs, je me dis quand même, même si Magnon a pas eu des retours d'interview top, je le vois, pas dans la même catégorie que Dodson. Je me trompe sûrement, hein, mais toi apparemment si. Donc du coup, je voulais que tu me dises que là où Alors, Magnon t'avait déçu. c'est plus une philosophie générale. En gros, si tu regardes bien, j'ai quasiment descendu d'un tiers, d'un paquet, tous les joueurs qui font moins de 1,90. En gros. Ok. J'ai été plutôt rassuré par les mensurations de Tyrell Terry, par exemple. C'est pour ça qu'il est remonté un petit peu. C'est pour ça qu'Ira Lewis n'est pas dans mon top 10. Alors c'est peut-être un peu radical, mais je considère que les joueurs qui sont petits, en fait, je me dis Tyler Herro, c'était vraiment le mec le plus frêle en finale NBA. Il n'était pas tout à fait target, mais c'était pas le meilleur défenseur sur le terrain, et il fait quand même 1,96. Et une fois que tu dis ça, tu te dis comment tu fais si tu es un joueur qui est fin, comme Nicolo Magnon, qui mesure 6 cm de moins. Est-ce que c'est un joueur qui un jour jouera dans une équipe, aura des vraies minutes dans une équipe qui va gagner et qui va être prétendante au titre? Je suis de moins en moins sûr. Alex Caruso fait 1m96. Enfin, vraiment tous les role players de ces finales-là et même des finales de conférence était soit plus grand que Nicolo Magnon, soit plus costaud, plus épais, capable d'encaisser le contact et de coller vraiment à la manière d'un Fred VanVleet. Mais Fred VanVleet, on parle d'une exception pour moi. On parle pas d'une règle. Pour moi, la règle, c'est les joueurs, ils font entre 1,95 et 2,08 m. Et au-delà, c'est risqué au niveau, 2,10 m, allez, au niveau des mobilités d'un côté ou au niveau de l'impact qu'on va avoir sur la défense de l'autre. Voilà. En parlant d'impact, est-ce que je peux poser une question à quelqu'un qui vient de Montréal? Oui. Bien sûr. Beau. Très belle transition. Ben, est-ce que tu connais Théo Malédon? Oui. Oui, ça te dit quelque chose? Oui, absolument. J'avais la même. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu n'as pas vu chez lui pour qu'il finisse au point de finir derrière Cole Anthony? Je sais pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pas vu chez lui. Premièrement, je trouve pas que c'est quelqu'un qui défend très bien. C'est pas un joueur qui défend très bien. Puis ça m'inquiète à savoir s'il va être capable de bien défendre en NBA. Ce qui arrive avec Théo Maledon, c'est qu'il est pris dans une espèce de paquet de meneurs qui sont vraiment tous, selon moi, équivalents les uns aux autres. Attends un peu, on a Trey Jones, on a Théo Maledon, on a Malachi Flynn, on a Nicolo Magnon. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins que ces joueurs-là.
Je sais pas ce que j'achète avec Théo Maledon. C'est ça l'histoire. Je sais pas qu'est-ce que. Pour toi, il est dans le même paquet et t'arrives pas à le sortir du même paquet. C'était mon deuxième thème. Les meneurs hors top 20. Mais non, mais peut-être que Nico peut me convaincre. Je sais pas qu'est-ce que j'achète avec Théo Maledon. Qu'est-ce que j'achète que les autres, que Trey Jones ou qu'un Malachi Flynn n'a pas? Qu'achètes-tu, toi, Nico? Tu l'as 17e. C'est toi qui l'as le plus haut, mais sinon, tous sont là aux alentours de la 25e place, à Moi, part Ben. ce que j'achète avec Théo Malédon, c'est la capacité à pouvoir poser ce joueur à côté de ma grosse star. Et je sais qu'il va pas chercher à prendre les tirs qu'on lui a pas donnés. Je sais qu'il va pouvoir faire jouer son équipe. Bon, déjà ça a une certaine valeur. Et défensivement, je pense que Zvezdan Mitrovic est un très grand coach. Il a un super palmarès, il n'y a pas à dire. Mais il lui a fait beaucoup de mal l'an dernier dans sa gestion, dans la manière où il l'a utilisé. Il y a eu sur les 2 dernières années énormément de passages où Théo défendait sur des 2, parfois sur des 3, qui le mettaient en difficulté physiquement. Et à chaque erreur défensive, si on fait un peu la comparaison entre les deux Français, Kylian avait un boulevard et Théo avait une venelle, petit truc. À chaque fois qu'il faisait une erreur sur le banc. Et du coup, tu as une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Et je pense que les gens ont eu tendance à plus voir les erreurs de Théo que celles de Kylian. Pourtant, défensivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a match entre les deux. Il n'y a pas, il y a pas de grande différence entre les deux. Théo est plus costaud, Kylian est plus vif, mais je suis pas sûr qu'il y ait un changement de tiers défensif entre les deux. Alors, on va continuer sur cette thématique des meneurs. Donc, j'ai une question ou pas? Oui, vas-y. Ouais. S'il vous plaît. Nico, t'as RG Hampton au second tour. Oui. Alors, là encore, si tu veux, c'est l'anti Isaiah Stewart. J'ai regardé en fait, la première fois que j'ai regardé RG Hampton, j'ai fait l'erreur de regarder des highlights. Sur les 10 minutes de highlights, j'ai vu 7 minutes de garbage time. Je me suis dit, mais en fait, il se fout de notre gueule. Le mec ne joue que pendant les garbage time, quand il y a 20 points d'écart, et il met des dunks sur des mecs qui défendent pas. Donc du coup, j'ai fait un peu une fixette sur lui en me disant, mais vraiment, il se moque de nous. Et j'en suis revenu un petit peu. Pour tout te dire, 10 minutes avant le podcast, j'ai modifié quelques données sur mon board, et RJ Hampton est 26e. Ok. Voilà. L'escroquerie. L'escroquerie. Voilà. La triche, monsieur. Je suis grillé en flag. Mais parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est un peu, je pense que nos mocks nous ressemblent aussi un petit peu en termes de caractère, et moi je suis assez excessif. Et du coup, quand je démarre d'un mauvais pied avec un joueur parce que j'aime pas son attitude, parce que je trouve qu'il c'est un leader négatif, ou qu'on essaye de nous faire croire des qualités qui sont pas forcément visibles, du coup j'ai tendance à les redlister, quoi. Donc là je reviens un petit peu sur mes pas sur RJ, malgré son interview que je cite à chaque fois, meilleur prospect de la draft. Mais je l'ai remonté au premier tour. Effectivement, c'est un joueur qui a le potentiel pour être drafté au premier tour, oui. Alors, parmi tous ces meneurs-là, Alan fait sortir du lot assez largement quand même Grant Ryler, qui doit être sur le tiers d'au-dessus des autres, ou non, il est juste en haut de son tiers? Il est. Si tu m'as dit que tu finissais à Pokusevski, oui. Début du tier 3 avec Haliburton. Ouais, c'est ça. Pourquoi lui? Comment tu as fait, toi, pour les classer, ces meneurs, entre Grant, Théo un peu plus bas? Il est où Malachi Flynn? T'en es revenu ou quoi? Malachi Flynn, il est 30e. 30e. À une époque, tu avais plus haut que ça. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. En gros, mon tier 3 va donc de Topin à Magnon, donc 16 à 33. Et dans cette zone-là, j'ai en fait des joueurs qui, je pense, si ça marche, peuvent être des troisième guards de rotation NBA, des UND, et peut-être avec Smith et Tyler Bay, des intérieurs qui peuvent être intéressants dans des rotations.
et Achua. Et McDaniels, parce que pour moi, il faudrait le faire jouer vraiment au poste 4. En fait, ça a été super compliqué. Et si j'ai un petit peu mis en avant Grand Thriller, c'est parce que je pense que, en fait, son seul souci, c'est l'âge. À part l'âge, pour moi, alors, peut-être la qualité de l'opposition visionnée. Oui, on en parlait la dernière fois avec Gribanov sur Twitter, qui Oui. notait que Oui, j'ai vu. c'était quand même une conférence où les guards avaient énormément de réussite au cercle et ça coïncidait avec une absence de taille de la part des adversaires de la Complètement. peinture. Et quand il a joué contre des facs du Power 5, plus Wichita State, plus Memphis, j'avais fait la stat, c'était en deçà, mais c'était aussi parce qu'il forçait pas mal. Je crois vraiment à ses capacités de scoring. Pour moi, il sait tout faire en attaque. Donc je me dis plug and play, backup, meneur. Et je pense que vraiment son seul souci c'est là. Je pense que il aura 2 contrats NBA. Il arrivera au bout de son 2e contrat NBA si ça marche. Hein. Il aura 32 ans. Là, on verra peut-être, mais je pense qu'il peut vraiment aider tout de suite. Et comment une tu le rotation. qu'est-ce qui le départage vraiment des autres en fait? Euh, Vraiment je- si un élément objectif. Ouais. Le scoring, je pense, la création de shoot pour lui-même, meilleur que Théo Malédon, pour moi meilleur que Nicolo Magnon. Et bah, c'est les seuls meneurs que j'ai. Après, il y a Bolmaro aussi que j'ai dans cette zone-là. Oui, c'est vrai. Je pense que Leandro Bolmaro. Je l'ai pas mis dans cette dans la liste parce qu'il est généralement un peu plus haut et puis que il est quand même vachement plus grand, donc c'est un peu comme Ali Burton, c'est plus facile pour lui C'est ça. d'exister. C'est le nouveau délire porteur de balle, quoi. C'est compliqué. Mais je dirais la création pour lui-même tout de suite, quoi. Parce que Théo Malédon va être super fort, super utile dans tout ce qui est catch and shoot, jeu off ball. Nicolo Magnon va être un bon organisateur d'une deuxième unité sur pick and roll et peut mettre des tirs. Je pense que Grand Thriller peut vraiment apporter, vraiment faire des différences. Si ça marche hein, dans le scoring contre tes bons NBA et être un 3e quart d'une rotation. Manu, est-ce que tu as un critère à ajouter, c'est toi qui as Malachi Flynn très haut par rapport aux autres, si je dis pas de bêtises, dans le groupe de meneurs qu'on a cité, juste devant Yam Madar, que t'aimes déjà beaucoup. Moi, je l'ai 21, moi. Et pour quelle raison, Ouais, moi, sur quel critère? Parce qu'il est notamment, il a un range, il est quand même assez incroyable au tir, selon moi. Il est sérieux défensivement, et même si c'est pas je trouve, un facilitateur, un réel facilitateur, il a quand même 5 passes décisives par match. Donc je trouve ça quand même assez fou. Et je pense qu'à terme, bien encadré dans un vrai système où il sera un peu plus cadré et pas la star, il peut faire de vrais bons passages et devenir une arme sérieuse en combinant tout ça, ce sérieux défensif, ce range notamment à 3 points et cette capacité de vision qui peut avoir et qui peut l'aider à avoir des minutes. Je comprends. Ben, je crois que tu n'as pas eu le droit à une question, si je me trompe? Oui, j'avais vu la question sur Isaiah Stewart tantôt. Ah oui, exact. Est-ce qu'il vous reste des questions avant de conclure sur une question que je vous poserai à tous? Oui. Alors, j'écoute. Elle s'adresse à Ben. Oui. Tu as descendu Grand Thriller de 9 places. Oui. Pour faire monter devant lui, donc si je me fie Devon Dodson. Oui. Non, il n'a pas monté devant. Ah oui, il a monté devant lui. Ouais. Oui, t'as raison. En fait, je voulais savoir, en gros, pourquoi t'as fait ce choix-là et est-ce que tu penses qu'à terme, Devon Dodson peut être un backup meneur plus ou un starter au moins? On parle encore de meneur, hein, évidemment, Ouais. pour ceux qui nous écoutent. Et vous pouvez cliquer sur les noms de chaque joueur dont on parle et il y a son profil qui s'affiche. Allez-y. J'ai descendu Grant Riller en partie parce que lorsqu'il y a eu ses mensurations au Combine, il est beaucoup plus petit qu'annoncé. Il est 2 pouces de plus petit. Il fait 6 et 1, et non 6 et 3.
Et il est beaucoup plus léger aussi qu'annoncé. Donc ça, déjà là, ça m'inquiète de savoir en NBA, contre de la taille, contre de la masse, est-ce qu'il va être capable de finir à ce point-là? Ceci dit, je crois encore en lui. Je crois que le potentiel d'allumeur à la Lou Williams est là. C'est juste qu'un joueur, par exemple, à la Devin Dotson, que je veux dire, je pense que je vous ai assez cassé les oreilles avec lui, c'est un joueur qui a le potentiel d'être un deuxième créateur, un troisième garde dans une équipe, je crois, et d'avoir du succès. Je crois que je suis capable d'implémenter Devin Dotson dans une équipe mieux que Grant Wheeler. Grant Wheeler, il faut que je lui donne le ballon, il faut que je lui dise de s'amuser. Un RJ Hampton, par exemple, c'est une bonne question, c'est un joueur, je ne sais pas trop quoi faire avec. Un peu comme Théo Maledon, je ne sais pas exactement ce que j'achète avec RJ Hampton, mais il y a des équipes qui ont de la vision, qui savent quoi faire, qui savent comment modeler un jeune et qui peuvent prendre leur temps. Je crois que s'il tombe dans un range entre 20 et 25, ça va être idéal pour lui. Ben, tu viens de m'ouvrir les yeux, j'avais pas vu cette mensuration de Grant Wheeler qui va immédiatement descendre sur mon board. Et voilà. De manière très logique et automatique. Racisme anti-petit. De la nanophobie. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Bon, il descendra pas beaucoup, mais il sera derrière Skylar Mays, que je préfère. Messieurs, je vous ai demandé pour la fin de ce podcast de préparer une hot take, comme ils disent là-bas. Votre prédiction folle pour soit le soir de la draft, soit pour la suite de la carrière de ces draftés. Vous avez le choix, le sujet est un peu large, mais voilà, votre prédiction un peu folle qui pourra passer pour du génie ou de la bêtise, c'est selon dans 2 ou 3 ans. Ou dans 2 ou 3 jours. Je vais commencer avec Manu. D'accord. Alors, moi, Allez. je vais rester sur ce que je disais sur le cas McDaniel. C'est que pour moi, à terme, ce sera l'un des 3 meilleurs joueurs de cette draft. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, c'est vrai. Donc, McDaniels, top 3 des joueurs en carrière de cette draft, on va dire. Alan. Alors, j'en avais 2, mais je vais Tu peux en dire 2. Hein. C'est que ça. Je pense que Devin Vassell aura une meilleure carrière qu'Isaac Okoro et Patrick Williams. Mon salaud. Et pas qu'un peu. Moi, il m'a piqué ma hot take. Oh, vous ne me dites pas que vous êtes d'accord. Et si, on est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas si négatif que ça pour Okoro. Pas si négatif que ça pour Okoro. C'est peut-être tellement plus positif pour Vassell. Plus je regarde Devin Vassell, plus je me dis que ça ne peut que marcher, en fait. Et je pense que, voilà, c'est ma hot take. Là où Isaac Okoro, pour que ça marche, le tir sera essentiel. Alors, on sait que c'est travaillable et tout ça, et j'y crois. Patrick Williams a d'autres soucis dans son jeu. Pour moi, voilà, je pense que c'est ma hot take. Ok, très bien. La hot take de Nico. Je te donnerai la parole pour ta deuxième hot take après, Alan. Ok, bah du coup, je prends ma deuxième. Kira Lewis, franchise player d'ici 5 ans. Ouh, j'adore. Ouais. Où j'aime. Ouais. Franchise player. En mode De'Aaron Fox. Et je suis pas en désaccord du tout. Je peux le voir. Dans un bon fit et un bon encadrement, ça c'est pas. Ouais, c'est ça. Où la question, c'est où? Aux Spurs? Non, vraiment pas. Le mieux, c'est en NBA quand même. Après, on va voir. Oui, c'est clair. Ouais. Franchise player de Lietuvas. Voilà, s'il signe à Saint-Maur en National 3, je pense qu'il y a moyen qu'il devienne meilleur marqueur de la N3. Mais en NBA aussi, je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec. Il y a un chemin. Ok, intéressant. Ben, mais évidemment, je t'ai pas demandé. J'en ai 2 aussi. Oh est-ce que je peux dire les 2? Vous me régalez. Bah oui. D'accord. Premièrement, Patrick Williams va être drafté beaucoup trop tôt. C'est ce que j'appelle le conundrum Aaron Gordon. Il va être drafté beaucoup trop tôt parce qu'une équipe comme Chicago ou Charlotte va dire « Mais qu'est-ce que je vois pas? Je vais le drafter, puis on va réaliser plus tard. » Donc, je crois que Patrick Williams va être drafté beaucoup trop tôt pour son propre bien.
Et ma deuxième, je crois que Daryl Morey va se faire une bonne ligne de coke sur sa table de draft et drafter ou Isaiah Joe ou Emmanuel Quickley avec le 21e pick. Ok. Joe, c'est normal. Bah non, il y a aucune mock qui le prévoit à cet endroit-là. C'est vrai. Quasiment. C'est vrai. Pour nous, c'est normal, mais on est un peu les seuls. C'est vrai qu'on est dans le wagon de Joe, on n'est pas beaucoup. Mais on le mène. Alan, il t'en reste une? Exactement. Tyrell Terry, deuxième meilleur meneur de cette draft. What? Là, par Derrière contre, Alan, qui, du coup derrière Lamelo? Derrière Lamelo. Ok. J'allais dire, je veux dire plus troisième derrière Lamelo et Kylian. Mais je vais, c'est du ball prediction, c'est du hot Oui, take. oui, c'est bien sûr. sûr, bien sûr. C'est un peu de chance que ça se passe. Donc, s'il tire comme il a tiré à Stanford, attention. Attention. Et moi, ça peut être ma cold take. Ça peut être ma cold take, Tyrell Terry. Vas-y. Non, mais on en parlait tous les deux. Pour moi, Tyrell Terry, il y a un problème de taille et un problème d'explosivité par rapport à sa taille, justement, le rapport. Et du coup, je pense qu'on a surévalué son intelligence et je me suis refait un match cette semaine et en fait, il ne va que dans les évidences. Donc du coup, déceler chez lui une capacité à faire des passes exceptionnelles comme on l'attend d'un joueur de sa taille, j'ai du mal à parier. Donc comme précisait Alan, tout va jouer sur son tir. Et aujourd'hui, j'ai du mal à le voir s'établir en NBA et surtout un peu comme Pat Williams, j'ai l'impression qu'il va être drafté un peu trop aussi. La cold take. Vous êtes dur avec mon Pat Williams. Messieurs, merci beaucoup. Et on se revoit pour la draft mercredi soir. Ça va être un régal. On espère que ce podcast vous a plu. Essayez de nous mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute si vous le pouvez. Allez voir nos articles sur envergure.co et faites passer le bon message. Il y a tout ce qu'il faut pour vous sur ce site pour cette draft 2020. Salut les gars, merci beaucoup et à bientôt.